Le mot propagande. Mhm. Quand on l'entend, on pense tout de suite à manipulation, mensonge d'État. Oui, des images un peu en noir et blanc, des régimes totalitaires. Exactement. C'est un mot qui a une réputation assez sulfureuse, et on sait pourquoi. C'est clair. Mais ce qui est assez fou, c'est que si on remonte à l'origine, à sa toute première utilisation, on n'atterrit pas du tout au XXe siècle. Ah non, on est bien avant. On atterrit en 1622. 1622. Oui, au Vatican. C'est le pape Grégoire XV qui, d'une certaine manière, va institutionnaliser le concept. D'accord. Il faut voir le contexte. La réforme protestante gagne énormément de terrain en Europe. L'Église catholique se sent menacée. Elle sent qu'elle perd son emprise, oui. Et donc, Grégoire XV crée une commission de cardinaux avec une mission très claire, propager la foi catholique. D'où le nom. Voilà. Le nom officiel, c'est la Sacra Congregatio de Propaganda Fidei. La sacrée congrégation pour la propagation de la foi. Exactement. Le mot vient du latin propagare, étendre, générer. À l'origine, l'idée, c'est pas du tout de mentir. C'est de diffuser ce qui est vu comme l'unique vérité. Une mission, presque. C'est incroyable. On passe d'une mission quasi divine à une arme politique. Hmm. Alors la question c'est comment? Comment ce concept a muté à ce point? C'est ce qu'on va essayer de comprendre en s'appuyant sur des extraits du Oxford Handbook of Propaganda Studies. Et pour bien commencer, je crois qu'il faut sortir de l'idée que la propagande, c'est juste un gros mensonge. C'est plus complexe. Beaucoup plus. Le théoricien français Jacques Ellul a proposé des catégories très utiles pour y voir plus clair. Il a défini 2 grands axes. D'accord, alors quel est le premier? Le premier axe, il oppose la propagande politique, La plus évidente, j'imagine? le tract, la campagne d'affichage, C'est ça. organisée, directe, avec un but précis. Et il l'oppose à la propagande sociologique. Et ça, c'est quoi? Alors là, c'est beaucoup plus diffus. C'est le modèle de société qui s'exprime à travers le cinéma, l'éducation, la pub. Le fameux American Way of Life dans les blockbusters. Exactement. Ça nous conditionne sans qu'on s'en rende compte. C'est d'autant plus efficace qu'on ne le voit pas comme de la propagande. Et le deuxième axe d'Ellul? Il oppose la propagande d'agitation à la propagande d'intégration. D'accord? L'agitation, c'est simple. On veut provoquer l'action, la révolte. On joue sur des émotions très fortes. La haine, l'espoir. On cherche à faire bouger les lignes. Voilà. Alors que la propagande d'intégration, elle fait tout le contraire. Elle vise la conformité. La stabilité. Oui, son but, c'est que chaque individu s'adapte parfaitement à la société, qu'il devienne un membre fonctionnel qui ne remet rien en question. C'est une grille de lecture super intéressante pour relire l'histoire. Prenons la Révolution américaine. On pense aux idées des Lumières, mais en fait, c'était une énorme campagne de propagande d'agitation. Absolument. Et l'exemple parfait, c'est le fameux pamphlet Common Sense de Tom Paine en 1776. Ce qui est génial avec ce texte, c'est pas tant le contenu. Les idées sur les droits naturels, l'élite les connaissait déjà. L'innovation, c'est la diffusion. C'est la diffusion et la manière. Le langage est simple, direct. Et surtout, ce pamphlet n'est pas fait pour être lu seul. Il est lu à voix haute, Ah oui. dans les tavernes, les cafés. Ça veut dire que même les citoyens qui ne savent pas lire peuvent entendre les arguments, en débattre. On est dans la viralité avant l'heure. C'est presque le réseau qui compte plus que le message lui-même. C'est exactement ça. Le pamphlet a créé une conversation nationale. Et le plus drôle, c'est que les contre-attaques des loyalistes n'ont fait qu'amplifier le truc, en gardant les idées de Paine au centre du débat. D'accord. Ah là, on a un exemple basé sur le texte. Mais la propagande, elle peut être beaucoup plus viscérale, avec l'image. Bien sûr. Et justement, on a une source qui analyse un tract de l'armée américaine distribué en Irak en 2003. Oui, et c'est un cas d'école. L'image est très très forte. On voit des militants masqués, armés. Qui ont l'air de menacer un petit garçon. Et la perspective est celle de l'enfance, qui accentue la menace. On se met à sa place. Il y a ce détail, cette main d'adulte sur l'épaule du garçon. Une main protectrice, mais avec un tatouage. Un tatouage que beaucoup d'Irakiens de l'époque reconnaissaient. C'était celui des prisonniers du régime de Saddam Hussein. Ah d'accord. Le message est subtil. Incroyablement. Ça crée une continuité entre les bourreaux d'hier, le régime de Saddam, et ceux d'aujourd'hui, les insurgés. Et le texte en arabe dit « Les terroristes empoisonnent l'esprit de nos enfants ». Ce qui est frappant, c'est que l'armée américaine, elle, n'est nulle part sur l'image. Et c'est là tout le génie. En se rendant invisible, l'armée se positionne non pas en envahisseur, mais en protecteur implicite. Le seul rempart. C'est une tentative de s'immiscer dans l'intimité de la nation. On voit une propagande qui se cache. Mais à l'inverse,
Est-ce qu'il y a des propagandes qui assument tout, même le pire? Et là, j'imagine qu'on arrive au cœur du XXe siècle. On arrive à la propagande nazie, oui. Et c'est un cas radicalement différent. En quoi? Les historiens qui ont étudié les journaux de Goebbels ou les discours d'Hitler sont formels. Ils n'étaient pas cyniques, ils y croyaient. Ils croyaient à leurs propres mensonges. Ils croyaient sincèrement à leur narration paranoïaque. Pour eux, une entité, la juiverie internationale, menait une guerre d'extermination contre l'Allemagne. Et l'Allemagne ne faisait que se défendre. C'est le monde à l'envers. Ils se posent en victime. Totalement. Et cette propagande va franchir un cap terrifiant le 16 novembre 1941. Ce jour-là, Goebbels publie un article. Le titre est sans équivoque « Die Juden sind schuld ». Les Juifs sont coupables. Oui. Et dans cet article, pour la toute première fois, un très haut dignitaire nazi annonce publiquement, noir sur blanc, que l'extermination des Juifs d'Europe n'est plus une menace, c'est une politique en cours. C'est annoncé. Il écrit cette phrase glaçante. Les Juifs voulaient leur guerre et maintenant ils l'ont. Là, la propagande ne cache plus rien. Elle annonce et justifie le génocide. On comprend mieux, après cette horreur, la peur panique de la manipulation mentale qui s'installe après la guerre. C'est une véritable obsession, surtout pendant la guerre froide. C'est là qu'apparaissent des termes comme Lavage de cerveau, brainwashing, ou même menticide, le meurtre de l'esprit. Ces peurs sont nourries par les théories de Freud sur l'inconscient, de Pavlov sur le conditionnement. l'idée que l'esprit humain est vulnérable. Exactement. Que ce n'est pas une forteresse. Et ça devient une angoisse collective. Angoisse dont le cinéma va s'emparer avec The Manchurian Candidate, un crime dans la tête. L'exemple parfait. Un soldat américain conditionné par les communistes pour devenir un assassin dormant. Oui, Mais ce qui est fascinant, c'est que le film ne pointe pas juste l'ennemi communiste. Il lie cette vulnérabilité psychologique à une crise au sein même de la famille américaine. c'est-à-dire Il y avait un critique, Philip Wiley, qui avait théorisé ce qu'il appelait le momisme. le momisme. L'idée de la mère américaine surprotectrice, dominatrice, qui couve tellement ses fils qu'elle les empêche de devenir des hommes virils. Et donc, elle les rend faibles et manipulables. Et le film fait ce lien? Directement. L'agent qui manipule le soldat, c'est sa propre mère. Ah oui, quand même. Une mère qui est aussi un agent communiste infiltré. La menace ne vient plus seulement de l'étranger, elle vient de l'intérieur du foyer. Avec une image aussi négative du mot propagande, j'imagine que les gouvernements occidentaux ont dû trouver une parade. C'était devenu une obligation. Le mot était trop associé aux nazis, aux soviétiques. Imprononciable. Voilà. Alors en 1965, un diplomate américain, Edmond Gullion, est chargé de trouver un nouveau terme. Il sait que le mot juste serait propagande, mais c'est impossible. Et donc il invente quoi? Il choisit diplomatie publique. Public diplomacy. C'est un coup de génie sémantique. Absolument. Ça permet de continuer des activités d'influence sous un nom respectable et de garder le mot propagande uniquement pour dénigrer les adversaires. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la propagande comme un outil de domination. Mais est-ce qu'elle peut être l'inverse, un outil de résistance? C'est toute la pensée du grand intellectuel afro-américain W.E.B. Du Bois. Pour lui, face à la suprématie blanche, qui est une forme de propagande sociologique massive, l'art et la littérature afro-américains n'ont pas le choix. Ils doivent être une contre-propagande. Ils doivent combattre ce qu'il appelle les mensonges sur lesquels on s'est mis d'accord. Il a cette phrase très forte. Tout art est propagande. Oui, et il faut bien la comprendre. Pour lui, l'art purement esthétique, c'est un luxe que l'artiste noir ne peut pas se permettre. Dans un contexte d'oppression. Dans un contexte d'oppression, créer de la beauté et de la vérité, c'est un acte politique, c'est un moyen de revendiquer son humanité. Cette idée que la propagande ne change pas que les opinions, mais qu'elle forge les individus, on la retrouve aussi au cœur du projet soviétique. Absolument. Le but ultime, c'était de créer un homme nouveau, l'homme soviétique. Et la culture était l'outil principal. Mais ça crée un paradoxe, une tension permanente. Laquelle? D'un côté,
La propagande est vue comme un éclaircissement, une éducation qui permet aux travailleurs de prendre conscience de sa place dans l'histoire. Une forme d'émancipation. C'est l'idée. Mais de l'autre, c'est bien sûr un outil de contrôle total. Et ça oppose deux concepts. D'accord. D'un côté, la littératie, apprendre à lire, s'ouvrir à l'art, à la complexité, c'est libérateur. Et de l'autre, la lisibilité, l'obsession de l'État pour que chaque citoyen soit transparent, prévisible. Sans zone d'ombre. Voilà. Le rêve de la propagande totalitaire, c'est une lisibilité parfaite où il n'y a plus aucun écart entre la pensée de l'individu et l'idéologie officielle. Et si on fait un bond jusqu'à nous aujourd'hui, dans notre monde saturé d'infos, de réseaux sociaux, le visage de la propagande a encore changé. Il s'est complètement métamorphosé. On est entré dans ce que le comédien Stephen Colbert a appelé l'ère de la truthiness. La vérité qui se sent. C'est ça. Ce n'est plus la vérité des faits, vérifiés, c'est ce qu'on ressent comme étant vrai, ce qui vient des tripes, comme il dit. Et ça, c'est devenu central après le 11 septembre? C'est devenu le champ de bataille. D'un côté, des gouvernements comme l'administration Bush qui assument de créer leur propre réalité. Ouais. Et en face, des médias traditionnels accusés de complaisance. Christiane Amanpour de CNN a même dit que la presse s'était automuselée par peur d'être traitée d'antipatriote. Mais en même temps, Internet a offert de nouveaux outils de contestation. C'est tout le paradoxe de notre époque. Les blogs, puis les réseaux sociaux ont permis une dissidence à une échelle jamais vue. On l'a vu contre la guerre en Irak en 2003, puis avec le printemps arabe. Et des organisations comme Wikileaks sont nées. Avec ce projet fou de transparence radicale, publier des documents secrets pour forcer les pouvoirs à rendre des comptes. Mais cet espoir a été un peu douché depuis, non? Complètement. Parce que ces mêmes outils sont devenus des instruments de surveillance et de contre-propagande hyper efficaces pour les régimes autoritaires. Et il y a le problème des bulles de filtre. Exactement. La surabondance d'infos et la polarisation créent des chambres d'écho où chacun est conforté dans ses propres croyances. Le résultat, c'est un scepticisme généralisé. Tout peut être balayé comme étant de la propagande. Donc si on résume, on part du Vatican, d'une mission de propagation de la foi, et on arrive dans un monde où la propagande est partout, diffuse. Elle n'est plus seulement l'affaire des États. Le fil rouge de Grégoire XV à Wikileaks, c'est la lutte pour le contrôle du récit. La bataille pour définir ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon. Les méthodes ont changé, mais l'enjeu reste le même. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une dernière question. Dans ce monde où chaque information, chaque récit est potentiellement un acte de persuasion, la compétence la plus cruciale, ce n'est peut-être plus de savoir où trouver l'info. Mais de savoir comment la lire. Exactement. Et la question c'est comment on fait pour développer un esprit critique assez affûté, pour voir les stratégies à l'œuvre, sans pour autant sombrer dans un cynisme total qui nous rendrait passifs et nous ferait douter de tout.